Aux funérailles de ma fille, ma belle-mère a dit, elle était trop faible pour survivre, tout comme sa mère. Les proches ont acquiescé. Mon fils de 7 ans s'est levé et a dit, « Grand-mère, dois-je montrer à tout le monde ce que tu as mis dans sa tasse ?» Le pasteur a laissé tomber sa Bible lorsque mon garçon a levé un petit sac. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'église était silencieuse, à l'exception de la voix de ma belle-mère qui fendait l'air comme une lame. Elle était trop faible pour survivre, tout comme sa mère. Ces mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique n'aurait jamais pu le faire. Je suis resté figé aux funérailles de ma fille de 9 ans, Mélodie, observant les membres de la famille autour de moi hocher la tête en signe d'approbation. Mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais au banc devant moi, essayant de réaliser que Patricia venait de nous traiter, ma fille décédée et moi, de faibles. Ici, devant tous ceux qui étaient censés être en deuil avec nous. C'est alors que j'ai entendu le bruit d'une chaise raclant le sol. Mon fils de 7 ans, Ethan, s'est levé du siège à côté de moi, sa petite voix brisant le silence horrible avec une assurance inattendue. « Grand-mère Patricia, dois-je montrer à tout le monde ce que tu as mis dans la tasse de Mélodie ?» Toute l'assemblée s'est retournée. Le visage de Patricia s'est vidé de toute couleur si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main parfaitement manucurée s'est posée sur sa poitrine, agrippant le collier de perles qu'elle portait toujours à l'église. « Ethan, mon chéri, de quoi parles-tu ? Assieds-toi. Tu es confus et bouleversé par la perte de ta sœur. » Mais Ethan ne s'est pas rassis. Au lieu de cela, il a sorti un petit sac en plastique de sa poche et l'a brandi bien au-dessus de sa tête pour que tout le monde puisse le voir. La Bible du pasteur a heurté le sol avec un fracas assourdissant qui a résonné contre les murs de l'église. Le révérend Mills, qui avait baptisé mes 2 enfants et connaissait notre famille depuis 15 ans, se tenait là, bouche bée sous le choc. « Ce sont les pilules que tu as écrasées et mises dans sa tisane spéciale », a annoncé Ethan, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Chaque jour, je te regardais faire. J'ai pris des photos. » David, mon mari, s'est levé d'un bond à côté de moi, son visage un masque de confusion et d'horreur croissante. « Ethan, qu'est-ce que tu racontes ? Maman, de quoi parle-t-il » Le sang-froid si soigneusement entretenu de Patricia s'est fissuré comme de la glace sous pression. Cet enfant ment. Il est traumatisé. Rachel l'a monté contre moi, elle en a fait un menteur, tout comme elle. Je ne mens pas, a simplement dit Ethan. Tu as tué ma sœur parce que tu détestes ma maman, et maintenant tout le monde va savoir ce que tu as fait. L'église a éclaté. Certains ont eu le souffle coupé. D'autres ont commencé à chuchoter frénétiquement. Oncle Raymond a essayé de s'approcher d'Ethan, mais le pasteur Théodore s'est interposé, le visage grave. Gloria, la sœur de Patricia, a serré son sac à main contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger de ce qui se déroulait. J'ai regardé mon courageux petit garçon, debout dans son costume de funérailles trop grand pour lui, celui que nous avions acheté il y a à peine 3 jours parce que rien dans sa garde-robe n'était approprié pour dire au revoir à sa sœur. Il tenait la preuve d'un meurtre aux funérailles de sa propre sœur, et il ne reculait pas. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je croyais savoir sur la mort de ma fille, sur ma famille, et sur le mal qui peut se cacher derrière le sourire d'une grand-mère. 3 jours avant les funérailles, j'étais simplement Rachel Winters, une enseignante d'école primaire ordinaire, assise à la table de ma cuisine, corrigeant des copies tout en essayant de garder un œil sur mes enfants. Le soleil de l'après-midi entrait par nos fenêtres, projetant une lumière dorée sur la pile de contrôle de maths de 4e année que je devais terminer avant lundi. Ma fille, Mélodie, était assise en face de moi, le bout de la langue légèrement sorti alors qu'elle se concentrait sur la peinture d'un autre papillon. Elle en avait rempli un carnet de croquis entier au cours des 2 dernières semaines, chacun plus coloré que le précédent. « Maman, regarde celui-là. J'ai utilisé tes couleurs préférées », a dit Mélodie en brandissant sa dernière création. Les ailes du papillon étaient un tourbillon de violet et d'or avec de minuscules points argentés qui captaient la lumière. Elle allait mieux après des semaines de ce que les médecins avaient appelé une grippe sévère, et voir son enthousiasme revenir allégeait ma poitrine comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. « Il est magnifique, ma chérie. Nous devrions encadrer celui-ci, lui ai-je dit, en tendant la main pour lisser ses cheveux foncés. » Ils recommençaient enfin à retrouver leur épaisseur normale après que la maladie les eut rendus cassants et fins. Son rire a rempli la cuisine, ce rire particulier qui ressemblait au son d'un carillon. « Maman, tu dis ça de tous. » Parce qu'ils méritent tous d'être encadrés, ai-je insisté, la faisant rire à nouveau. Ethan était étalé sur le sol du salon,
construisant quelque chose de complexe avec ses cubes tout en faisant parfois des bruits d'explosion. À 7 ans, il était plus calme que la plupart des garçons de son âge, préférant observer plutôt que d'être le centre de l'attention. Il avait été particulièrement vigilant depuis que Mélodie était tombée malade, la suivant comme une ombre protectrice dès qu'elle était debout et se déplaçait. Mon mari, David, était encore à la banque, probablement dans une autre réunion interminable sur les rapports trimestriels. Il travaillait plus tard ces derniers temps, essayant de décrocher une promotion qui aiderait à payer les factures médicales qui s'accumulaient malgré notre assurance. Nous ne parlions pas du stress financier devant les enfants, mais je savais que cela le pesait. Je le voyais dans la façon dont ses épaules restaient tendues même quand il souriait. La porte d'entrée s'est ouverte et Patricia est entrée sans frapper, comme toujours. Ma belle-mère croyait que les limites, c'était pour les autres, pas pour elle quand il s'agissait de la maison de son fils. Elle portait une marmite de quelque chose qui sentait sa fameuse soupe au poulet et un thermos de ce qu'elle appelait sa tisane spéciale aux herbes. « Comment se sent ma petite fille aujourd'hui » a-t-elle demandé, bien qu'elle m'ait regardé en le disant, comme si j'étais d'une manière ou d'une autre responsable de la maladie de Mélodie. « Beaucoup mieux, Patricia. Le médecin dit qu'elle est définitivement sur la voie de la guérison. » ai-je répondu, en essayant de garder une voix neutre. Patricia et moi dansions cette danse compliquée depuis 12 ans. Depuis que David avait choisi de m'épouser moi plutôt que Christina, la fille de la meilleure amie de Patricia à l'église. Patricia avait clairement fait savoir dès le premier jour que je n'étais pas ce qu'elle avait imaginé pour son fils unique. Eh bien, tu sais ce que je dis toujours, la médecine moderne ne fait pas tout. Les remèdes traditionnels, voilà ce qui fonctionne vraiment. Elle s'est déplacée dans la cuisine comme si elle en était la propriétaire, posant sa marmite et commençant immédiatement à faire chauffer de l'eau pour la tisane. Mélodie, ma chérie, c'est l'heure de ta tisane spéciale de grand-mère. Mélodie a fait une grimace, mais n'a pas protesté. La tisane était devenue une partie de notre routine au cours des 3 dernières semaines, depuis que Patricia avait insisté pour aider à la convalescence de Mélodie. Grand-mère dit que sa tisane me rendra forte, m'avait dit Mélodie la première semaine, bien qu'elle ait aussi chuchoté qu'elle avait un goût bizarre, comme un mélange de métal et de fleurs. C'est une vieille recette de famille, avait expliqué Patricia quand je l'avais interrogée sur les ingrédients. Des herbes du jardin de ma mère, séchées et préparées juste comme il faut. Ça maintient la famille Winters en bonne santé depuis des générations. J'avais été trop épuisé pour discuter. Entre l'enseignement à plein temps, les soins à un enfant malade et la gestion de notre foyer, j'avais accepté l'aide, même si elle venait de Patricia. Ma propre mère, Joyce, vivait à 2 États de là, en Oregon, et ne pouvait offrir son soutien que par des appels téléphoniques quotidiens. Rachel, tu devrais vraiment envisager de couper les cheveux de Mélodie plus courts, a dit Patricia en remuant la tisane. Les cheveux l'on prennent de l'énergie au corps qui devrait être consacré à la guérison. Ces cheveux vont très bien, Patricia, ai-je dit, sans lever les yeux de mes copies. J'essaie juste d'aider. Mais je suppose que tu sais mieux que tout le monde, étant enseignante et tout le reste, a-t-elle répondu, son ton suggérant qu'elle croyait exactement le contraire. David est rentré à la maison juste au moment où Patricia partait, embrassant la joue de sa mère et la remerciant pour la soupe. Après son départ, il s'est affalé sur une chaise à côté de moi, desserrant sa cravate d'une main tout en attrapant le dessin de Mélodie de l'autre. Encore un papillon ? Celui-ci est peut-être mon préféré, a-t-il dit en faisant un clin d'œil à Mélodie. Papa, tu dis ça de tous, toi aussi, a-t-elle protesté, mais elle rayonnait. En y repensant maintenant, je réalise que c'était la dernière soirée vraiment normale que nous avons eue en tant que famille complète. Mélodie a peint 3 autres papillons avant d'aller se coucher. Ethan l'a aidé à choisir les couleurs. David et moi étions assis sur le canapé, son bras autour de mes épaules, à regarder nos enfants être simplement des enfants. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais mémorisé chaque seconde, enregistré chaque rire, conservé chaque papillon. Tout s'est effondré le lendemain matin à exactement 9h47. Je me souviens de l'heure parce que je regardais l'horloge de la cuisine, pensant que nous devions partir pour le rendez-vous chez le médecin de Mélodie dans 1 heure. Patricia était arrivée tôt, insistant sur le fait qu'elle voulait donner à Mélodie sa tisane du matin avant notre départ. Elle faisait cela depuis 3 semaines, arrivant avec son thermos et son sourire déterminé, balayant mes suggestions selon lesquelles Mélodie n'avait peut-être plus besoin de la tisane puisqu'elle allait mieux. La régularité est la clé avec les remèdes naturels, avait dit Patricia, sortant déjà la tasse préférée de Mélodie, celle avec des marguerites peintes dessus. On ne peut pas simplement s'arrêter quand on se sent mieux. C'est comme ça que les rechutes se produisent.
Mélodie était assise à la table, encore en pyjama, travaillant sur un autre papillon. Celui-ci avait des ailes orange et rose. Elle a levé les yeux lorsque Patricia a posé la tasse fumante devant elle, et j'ai surpris une brève lueur de réticence dans son regard. « Bois tout, ma chérie. Chaque goutte compte, » a dit Patricia, se tenant au-dessus d'elle comme une sentinelle. Mélodie a pris la tasse à deux mains, a pris une grande inspiration et a commencé à boire. Elle en était à peu près à la moitié lorsque son visage est devenu complètement blanc. La tasse lui a glissé des doigts, se brisant sur le sol, la tisane chaude éclaboussant le carrelage. « Maman, j'ai la tête qui tourne », a-t-elle murmuré en tendant la main vers moi. Avant que je puisse l'atteindre, elle s'est effondrée en avant, sa tête heurtant la table avec un bruit sourd et sinistre. J'ai crié, me précipitant pour la rattraper alors qu'elle glissait vers le sol. Son corps était mou, sa respiration superficielle et rapide. « Appelle le 911 », ai-je crié à Patricia, qui se tenait figée, la main sur la bouche. Ethan est apparu dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés de terreur. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Mélodie ? » « Elle fait juste une réaction », a dit Patricia, se déplaçant enfin pour prendre son téléphone, mais sa voix était étrange, presque calme. Elle a toujours été fragile. Certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour survivre à ces choses. Arrête de parler et appelle les secours. Je berçais la tête de Mélodie sur mes genoux, sentant son pouce accélérer sous mes doigts. Sa peau était moite et froide. L'ambulance est arrivée en 8 minutes qui ont semblé durer 8 heures. Les ambulanciers ont travaillé avec une efficacité professionnelle, vérifiant les signes vitaux, posant une perfusion, la chargeant sur un brancard. Je suis monté à côté d'elle pendant que Patricia disait qu'elle conduirait Ethan et nous rejoindrait à l'hôpital. « Qu'a-t-elle consommé ?» m'a demandé l'ambulancier alors que nous filions dans la circulation. « Juste une tisane aux herbes. Ma belle-mère la prépare. Elle en boit depuis des semaines sans problème. » L'ambulancier a froncé les sourcils mais n'a rien dit de plus, se concentrant sur la surveillance du rythme cardiaque de plus en plus erratique de Mélodie. David est arrivé à l'hôpital quelques minutes après nous, le visage blanc de panique. « Qu'est-il arrivé ? Elle allait bien hier soir. Elle peignait. Je ne sais pas. Elle s'est juste effondrée après avoir bu la tisane de Patricia. » Patricia est apparue avec Ethan, ses amis de l'église, Gloria et Raymond, la suivant. « Ce sont des choses qui arrivent avec les enfants malades, » leur disait-elle. Je n'arrête pas de dire qu'elle n'était pas assez forte. Cette fille a trop hérité du côté de sa mère. Patricia, arrête, a dit David sèchement. Ce n'est pas le moment. Je suis juste réaliste, a-t-elle répondu. Il faut bien que quelqu'un le soit. 3 heures se sont écoulées dans un brouillard de tests, de machines et de terminologie médicale que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Les médecins allaient et venaient, leur visage de plus en plus grave. Finalement, le docteur Harrison, qui traitait Mélodie depuis qu'elle était tombée malade, nous a emmenés dans une petite pièce. « Je suis désolé », a-t-il dit. Et mon monde s'est écroulé avec ces 2 mots. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Son système s'est tout simplement arrêté. Défaillance multiviscérale complète. Parfois, avec une grippe sévère, des complications peuvent survenir soudainement, même pendant la convalescence. David s'est effondré sur une chaise. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce que j'entendais. Mais elle allait mieux. Elle peignait des papillons ce matin. Ces choses peuvent arriver très vite, a dit doucement le docteur Harrison. Personne n'aurait pu rien faire. À travers mon choc, j'ai entendu Patricia dans le couloir dire à Gloria, je savais que ça arriverait. Cet enfant n'a jamais été fort. La génétique de Rachel, vous savez, une lignée faible. Mais Ethan avait tout observé avec ses yeux attentifs. Cette nuit-là, après que nous soyons rentrés à la maison sans Mélodie, après que je sois resté assise à regarder sa chaise vide jusqu'à ce que David me guide jusqu'au lit, Ethan s'est glissé dans notre chambre. « Maman » a-t-il chuchoté en grimpant à côté de moi. La tisane de grand-mère n'est pas juste de la tisane. Je l'ai vu mettre autre chose dedans, d'une bouteille différente. Elle la garde dans son sac à main. J'étais trop anéanti pour vraiment l'entendre. Mon bébé était parti. La maison semblait vide sans son rire, sans ses papillons éparpillés sur toutes les surfaces. Elle écrase de petites pilules blanches, a poursuivi Ethan, déterminé à se faire entendre. Chaque fois, elle pense que je joue avec mes cubes, mais je regarde. Elle a dit que c'était des vitamines, mais les vitamines ne viennent pas dans des flacons de médicaments avec le nom de grand-mère dessus. David a entendu cela et s'est redressé. « Qu'est-ce que tu dis, mon grand ?» Je dis que grand-mère a mis quelque chose de mauvais dans la tisane de Mélodie,
et j'ai pris des photos avec le vieux téléphone que tu m'as donné pour jouer. La pièce est soudainement devenue très froide. David et moi nous sommes regardés par-dessus la tête de notre fils, et j'ai vu mon propre terrible soupçon se refléter dans ses yeux. La nuit précédant les funérailles, notre maison ressemblait à une scène de crime. Même si Mélodie était décédée à l'hôpital, chaque surface portait la preuve de sa vie interrompue. Son bol de petit déjeuner était encore dans le lave-vaisselle. Sa brosse à dents se tenait dans le gobelet à côté de celle d'Ethan, et étalée sur la table de la cuisine se trouvaient 17 dessins de papillons qu'elle ne finirait jamais. Ethan est venu dans ma chambre à 22 heures précises, tenant quelque chose avec précaution dans ses petites mains comme s'il portait un oisillon. David était en bas, soi-disant en train de faire des arrangements pour les funérailles, mais en réalité, il fixait simplement l'écran de son ordinateur portable, incapable de se concentrer. « Maman, je dois te montrer quelque chose », a dit Ethan, sa voix ferme d'une manière qui me brisait le cœur. Les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir à être aussi courageux. Il a ouvert sa paume pour révéler un petit sac de congélation en plastique contenant plusieurs pilules blanches écrasées. J'ai pris ça dans le sac de grand-mère hier quand elle ne regardait pas. C'est ce qu'elle mettait dans la tisane de Mélodie. Chaque jour, je la regardais faire. Mes mains tremblaient en prenant le sac. Les pilules étaient partiellement écrasées, mais je pouvais encore distinguer des inscriptions partielles sur certains des plus gros morceaux. « Ethan, es-tu absolument sûr ?»« J'en suis sûr. » Il a sorti le vieux téléphone de David, celui que nous lui avions donné pour jouer à des jeux éducatifs. « Regarde. » Les photos étaient floues, mais suffisamment claires. Patricia debout à notre comptoir de cuisine, le dos partiellement tourné, écrasant quelque chose avec le dos d'une cuillère. Une autre photo la montrait versant de la poudre de sa paume dans la tasse à Marguerite de Mélodie. Une troisième la surprenait en train de remuer la tisane d'une main tout en tenant ce qui était clairement un flacon de prescription dans l'autre. Elle disait toujours que c'était des vitamines spéciales pour rendre Mélodie forte, a expliqué Ethan. Mais une fois, le flacon est tombé de son sac et j'ai vu l'étiquette. Il y avait son nom dessus. Les flacons de médicaments ont des noms quand ils viennent de la pharmacie, n'est-ce pas? C'est ce que Madame Johnson nous a appris à l'école. J'ai appelé David, ma voix se brisant. Il est monté en courant, pensant probablement que je faisais une autre crise de nerfs. Quand je lui ai montré le sac et les photos, son visage a subi une série de transformations que je n'avais jamais vues auparavant. Confusion, incrédulité, horreur, et enfin une terrible compréhension. « Oh mon Dieu !» a-t-il soufflé en s'asseyant sur le lit. Il a pris le sac avec des doigts tremblants, l'examinant sous la lampe. On dirait la digoxine de maman, son médicament pour le cœur. Un médicament pour le cœur? J'avais à peine la force de prononcer ces mots. Elle en prend depuis des années. Une trop grande quantité provoquerait exactement ce qui est arrivé à Mélodie. Vertige, collapsus, défaillance des organes. Sa voix s'est complètement brisée. Ma mère a empoisonné notre fille. Nous sommes restés assis dans un silence horrible pendant un moment avant qu'Ethan ne reprenne la parole. Nous devons le dire à tout le monde. Nous allons à la police tout de suite, ai-je dit, déjà debout. Non. La voix d'Ethan était ferme. Demain, aux funérailles. David et moi l'avons dévisagé. Mon grand, de quoi parles-tu? A demandé David. Grand-mère a invité tous ces gens qui pensent que maman n'est pas assez bien. Oncle Raymond, tante Gloria, tous ces amis de l'église qui chuchotent sur nous. Ils seront tous là. La logique d'Ethan était d'une clarté dévastatrice. Si nous allons à la police maintenant, grand-mère inventera une histoire. Elle dira que maman a tout manigancé ou que je mens. Mais si je le dis à tout le monde aux funérailles, avec tous ces gens qui regardent, elle ne pourra pas s'en sortir en mentant. Ethan, c'est trop de pression pour toi, ai-je dit en le serrant contre moi. Tu n'as pas à faire ça. Si, je dois le faire. Il a levé les yeux vers moi, avec un regard bien trop sage pour son âge. Mélodie était ma sœur. Elle m'a appris à lire quand j'avais 4 ans. Elle m'a donné son argent de poche quand j'ai cassé ma tirelire. Elle ne m'a jamais dénoncé quand je prenais des biscuits en cachette avant le dîner. Et grand-mère l'a tuée parce qu'elle te déteste, maman. Parce que Mélodie était à toi. David a émis un son comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Maman a toujours voulu que j'épouse Christina. Elle n'a jamais accepté Rachel, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle s'en prendrait à nos enfants. Elle ne m'a pas fait de mal parce que je te ressemble, papa, a simplement dit Ethan. Mais Mélodie ressemblait trait pour trait à maman. Grand-mère le disait tout le temps. Nous sommes restés éveillés le reste de la nuit,
partagé entre appeler la police immédiatement et laisser Ethan exécuter son plan. David faisait les 100 pas, s'arrêtant parfois pour frapper le mur, laissant des marques de jointure dans le placo. J'ai tenu Ethan pendant qu'il répétait ce qu'il allait dire, ses mots devenant plus confiants à chaque répétition. « Tu n'as pas à être parfait, lui ai-je dit. Dis juste la vérité. » « La vérité suffit, a-t-il dit, sonnant comme une vieille âme dans un corps d'enfant. Grand-mère m'a appris que mentir est un péché. Demain, tout le monde saura qui est le vrai pécheur. David a finalement arrêté de faire les 100 pas vers 3 heures du matin. Si nous faisons ça, si nous laissons Ethan la confronter aux funérailles, il n'y aura pas de retour en arrière. Toute ma famille va imploser. Ta famille a tué notre fille, lui ai-je rappelé, les mots ayant un goût de poison. Je sais. Il s'est assis lourdement, la tête dans les mains. Je sais. Et ils l'ont tous laissé faire. Toutes ces fois où ils étaient d'accord avec elle sur le fait que Rachel n'était pas assez bien, que nos enfants étaient faibles, ils lui ont donné la permission dans son esprit. Ethan s'est endormi dans mes bras vers 4 heures du matin, serrant toujours le téléphone avec les photos. David et moi avons veillé sur lui, sur les preuves, sur le souvenir de notre fille qui est morte parce qu'elle avait l'audace de me ressembler. Quand le soleil s'est levé, nous nous sommes habillés en noir et nous nous sommes préparés à enterrer un enfant pendant que l'autre cherchait la justice. L'église était bondée de la liste d'invités soigneusement sélectionnés par Patricia. Elle avait pris le contrôle des arrangements funéraires pendant que j'étais catatonique de chagrin, invitant tout son cercle social de l'association des dames, le conseil de l'église où elle siégeait depuis 20 ans, et chaque parent qui m'avait déjà fait me sentir petite lors des réunions de famille. Ils étaient assis dans leurs vêtements noirs impeccables comme un jury qui avait déjà rendu son verdict sur moi. Patricia se tenait au pupitre dans une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus que notre hypothèque mensuelle, s'épongeant les yeux avec un mouchoir, bien que je ne l'ai pas vu verser une seule larme sincère. Derrière elle, le cercueil blanc de Mélodie était entouré de fleurs que Patricia avait choisies sans me demander mon avis. Toutes des roses blanches. Mélodie avait adoré les fleurs sauvages colorées, mais Patricia a dit que ce n'était pas approprié pour des funérailles dignes de ce nom. Ma petite fille était spéciale, a commencé Patricia, sa voix portant ce mélange parfait de chagrin et de force qu'elle avait perfectionné au fil des années de performance à l'église. Mais dès le jour de sa naissance, j'ai pu voir qu'elle était fragile. Certains enfants naissent avec une constitution solide, bénie de la résilience qui se transmet dans les bonnes familles depuis des générations. Mais Mélodie, aussi douce soit-elle, a hérité d'une constitution différente. Elle a fait une pause, laissant son regard balayer l'assemblée avant de se poser sur moi. Elle était trop faible pour survivre, tout comme sa mère. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai entendu Gloria murmurer son accord 2 rangs derrière. Oncle Raymond a hoché la tête solennellement, sa main sur le genou de sa femme. D'autres parents, des gens qui avaient vu mes enfants grandir, hochaient la tête comme si Patricia délivrait une vérité profonde au lieu de cracher sur la mémoire de ma fille. Certaines lignées, a poursuivi Patricia, ne sont tout simplement pas assez fortes pour ce monde. Ce n'est la faute de personne. C'est juste la biologie. La nature a sa façon de corriger les déséquilibres. C'est à ce moment-là qu'Ethan s'est levé. Le mouvement était si soudain et décidé que tout le monde s'est retourné. Mon fils de 7 ans, dans son costume trop grand, avec ses cheveux soigneusement peignés, se tenait droit, les épaules en arrière et le menton levé. Il ressemblait exactement à David à cet instant, mais avec ma détermination brûlant dans ses yeux. Grand-mère Patricia. Sa voix a retenti, claire et forte. Dois-je montrer à tout le monde ce que tu as mis dans la tasse de Mélodie ? Toute l'église est devenue silencieuse. Le visage de Patricia s'est vidé de toute couleur si complètement que le maquillage qu'elle avait soigneusement appliqué ressortait comme un masque. Sa main s'est agrippée au pupitre pour se soutenir. Ethan, mon chéri, tu es confus. Tu es en deuil. S'il te plaît, assieds-toi. Je ne suis pas confus. Ethan a sorti le sac en plastique de sa poche, le brandissant bien au-dessus de sa tête. Ce sont tes pilules pour le cœur, ta digoxine. Tu les as écrasées et mises dans la tisane spéciale de Mélodie chaque jour. La Bible du pasteur Théodore s'est écrasée sur le sol. Le son a résonné dans le sanctuaire comme un coup de tonnerre. Plusieurs personnes ont eu le souffle coupé. La main de Gloria s'est portée à sa bouche. C'est absurde. La voix de Patricia s'est fissurée, perdant son ton poli. David, contrôle ton fils. Il est évidemment traumatisé. Mais Ethan a continué. J'ai des photos sur le vieux téléphone de papa. Toi en train d'écraser les pilules.
Toi en train de les mettre dans sa tasse. Toi en train de les remuer en disant à Mélodie que ça la rendrait forte. Espèce de petit morveux menteur, a hurlé Patricia en commençant à se diriger vers lui. David s'est levé, lui barrant le chemin. Maman, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que ce n'est pas vrai. Cet enfant a été monté contre moi par cette femme. Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. Elle en a fait un menteur, tout comme elle. Alors ça ne te dérangera pas si nous faisons analyser ces pilules, a dit Ethan calmement. Ou si nous vérifions les dossiers de la pharmacie pour voir combien de renouvellements tu as obtenus. Papa a dit que tu n'as besoin que d'une pilule par jour, mais tu as eu des renouvellements toutes les 2 semaines. Oncle Raymond a essayé de s'approcher d'Ethan, le visage rouge de colère. Comment oses-tu manquer de respect à ta grand-mère aux funérailles de ta sœur? Le pasteur Théodore s'est interposé, sa voix autoritaire, personne ne bouge. C'est une accusation grave. Il a regardé Patricia, son expression grave. Patricia, si cet enfant ment, nous pouvons facilement le prouver. Voyons ces pilules. C'est ridicule, a crié Patricia. Mais son masque tombait. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis membre de cette église depuis avant que la plupart d'entre vous ne soient nés. Tu as tué ma sœur parce que tu détestes ma maman, a dit Ethan, sa voix ferme, mais des larmes coulaient maintenant sur son visage. Tu as dit qu'elle n'était pas assez bien pour papa. Tu as dit que son sang était faible. Tu le disais tout le temps quand tu pensais que je n'écoutais pas. Mais j'ai tout entendu. J'ai tout vu. Elle n'était pas assez bien, a soudainement explosé Patricia. Sa façade soigneusement construite s'est complètement brisée. J'ai dit à David de ne pas l'épouser. Je lui ai dit que Christina lui donnerait de meilleurs enfants, des enfants forts, pas des petites choses faibles qui tombent malades au moindre courant d'air. L'assemblée a eu un hoquet collectif. David a émis un son comme s'il avait été éventré. Alors, tu l'as empoisonné? Je me suis levé, ma voix portant une force que je ne me connaissais pas. Tu as empoisonné une enfant de 9 ans parce qu'elle avait mon sang? C'était par pitié, a hurlé Patricia. Elle aurait grandi faible et pathétique comme toi. Toujours malade, ayant toujours besoin d'une attention particulière. Mieux valait en finir maintenant que de la voir échouer dans tout ce qu'elle entreprendrait, comme sa mère. Maman. Oh mon Dieu. Maman, qu'as-tu fait? David s'est effondré sur le banc, en sanglots. Le pasteur Théodore avait déjà son téléphone à la main. J'appelle la police. Personne ne quitte cette église. Patricia a alors essayé de s'enfuir, mais les portes étaient bloquées par des membres de la congrégation qui avaient enfin compris l'horreur de ce dont ils étaient témoins. Elle s'est retournée, cherchant des alliés, mais même Gloria s'était éloignée d'elle. « Vous me connaissez tous » a crié Patricia désespérément. « Vous savez que je suis une bonne personne. Je protégeais la lignée familiale, je protégeais mon fils de l'erreur qu'il a commise en épousant cette moins que rien. Cette moins que rien, c'est ma maman, a dit Ethan tranquillement. Et Mélodie était ma sœur, et tu es une meurtrière. » La police est arrivée en quelques minutes, leur sirène déchirant l'air du matin. Alors qu'ils emmenaient Patricia menottée, elle criait encore à propos des lignées faibles et de l'honneur familial, qu'elle n'avait rien fait de mal, que nous regretterions tous de nous être retournés contre elle. Ethan a alors couru vers moi, sanglotant dans mes bras. Je l'ai fait, maman. Je leur ai dit ce qu'elle a fait. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, ai-je murmuré en le serrant fort pendant que David s'agenouillait à nos côtés, son corps secoué de sanglots. Notre famille était brisée, mais la vérité était enfin, horriblement, libérée. Patricia a été inculpée de meurtre au 1er degré l'après-midi même. L'autopsie a révélé des niveaux de digoxine dans le système de Mélodie qui ne pouvaient avoir été administrés que délibérément sur une longue période. Le médecin légiste a expliqué que Patricia avait lentement empoisonné ma fille pendant des semaines, calculant soigneusement chaque dose pour imiter un déclin naturel dû à la maladie. Elle avait étudié les symptômes en ligne, supprimé son historique de recherche, mais les experts en informatique légale ont tout récupéré. Combien de temps faut-il à la digoxine pour tuer un enfant? Avait été recherché 17 fois depuis son téléphone. Le procès a duré 3 semaines. L'avocat de Patricia a tenté de plaider la démence, la folie passagère, et a même suggéré que j'avais manigancé les preuves. Mais les photos d'Ethan, les dossiers de la pharmacie montrant des renouvellements excessifs, et la propre confession de Patricia aux funérailles ont rendu le dossier inébranlable. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'ils ont lu le verdict, elle a regardé David et a dit « Je l'ai fait pour toi ». Il est sorti et n'a jamais regardé en arrière.
David et moi avons essayé de sauver notre mariage pendant 8 mois. Nous sommes allés en thérapie. Nous nous sommes soutenus mutuellement à travers les cauchemars. Nous avons essayé de reconstruire, mais chaque fois qu'il me regardait, je le voyais se demander si sa mère avait raison. Si le fait de m'épouser avait d'une manière ou d'une autre conduit à la mort de notre fille. Chaque fois que je le regardais, je voyais les traits de Patricia et je me demandais comment il n'avait jamais remarqué la méchanceté de sa mère. Nous nous sommes séparés le jour où Mélodie aurait eu 10 ans. Le divorce a été finalisé 2 mois plus tard. David a déménagé au Colorado, a recommencé avec un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau tout. Il envoie de l'argent pour Ethan et le voit chaque été et pour les vacances en alternance. Il suit une thérapie, travaillant sur la culpabilité d'avoir choisi l'approbation de sa mère plutôt que la sécurité de sa famille pendant tant d'années. Il a récemment dit à Ethan qu'il sortait avec quelqu'un nommé Anne, une veuve qui comprend le deuil compliqué. J'espère qu'elle l'aidera à guérir. Oncle Raymond ne s'est jamais excusé. Il soutient encore aujourd'hui que Patricia a été poussée à bout par ma présence dans la famille. Il a écrit une lettre au juge demandant la clémence, qualifiant Patricia de « bonne chrétienne qui s'est égarée ». Le juge l'a lu à voix haute lors du prononcé de la peine, puis lui a infligé la peine maximale. Gloria envoie des cartes de Noël sans message, juste sa signature, comme si cela maintenait en quelque sorte les convenances tout en reconnaissant l'horreur. Ma mère, Joyce, a vendu sa maison en Oregon et a déménagé à 3 rues de chez nous. Elle n'a jamais dit une seule fois « je te l'avais bien dit », bien que nous sachions toutes les deux qu'elle avait senti quelque chose de sombre chez Patricia dès le début. Elle m'aide avec Ethan, s'assure que je mange quand le chagrin me le fait oublier, et conserve les peintures de papillons de Mélodie en parfait état dans des cadres d'archives spéciaux dans toute sa maison. Ethan a commencé une thérapie la semaine après les funérailles. Le docteur Martinez, un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes, m'a dit qu'Ethan faisait preuve d'une résilience remarquable, mais qu'il avait besoin de digérer le fait d'être celui qui a exposé un meurtre familial. Pendant 6 mois, Ethan a à peine parlé, sauf en thérapie. Puis un jour, il est rentré de l'école et a dit « Mélodie voudrait que je peigne des papillons ». Nous avons acheté du matériel d'art cet après-midi-là. Ces papillons sont différents des siens. Plus géométriques, plus précis, mais tout aussi beaux. Il a maintenant 11 ans et veut devenir détective quand il sera grand. Pour que les méchants ne puissent pas se cacher derrière des sourires, dit-il. Il est le premier de sa classe, observateur au point que ses professeurs le qualifient d'« inhabituellement perspicace ». Il voit un thérapeute une fois par mois maintenant, au lieu d'une fois par semaine. Le docteur Martinez dit qu'il gère tout de manière saine, mais qu'il portera toujours le poids d'avoir été celui qui a dû sauver sa famille d'elle-même. Nous avons planté un jardin de papillons sur la tombe de Mélodie en utilisant des graines de fleurs sauvages, pas les roses blanches que Patricia aurait choisies. Chaque printemps, lorsque les monarques migrent, Ethan et moi nous asseyons là et nous lui racontons nos vies. Il lui parle de ses notes, de ses amis, du garçon qui a essayé de l'intimider jusqu'à ce qu'Ethan lui explique calmement qu'il avait témoigné dans un procès pour meurtre et qu'il n'avait pas peur des drames de collège. Je lui parle de mon nouveau travail dans une autre école, du tatouage de papillon que je me suis fait faire avec ses initiales, de la façon dont j'apprends à faire confiance à nouveau. Certaines nuits, je me réveille en sueur froide, me demandant quel signe j'ai manqué. Combien de tasses de tisane l'ai-je regardé boire ? Combien de fois la gentillesse de Patricia m'a-t-elle semblé fausse ? Mais j'ai mis de côté mes instincts parce que j'étais épuisé et que j'avais besoin d'aide. La réponse me hante. Au moins 2 douzaines de fois. J'ai livré ma fille à sa meurtrière et je l'ai remerciée pour son aide. J'ai appris que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils apportent de la soupe maison et proposent de s'occuper des enfants. Parfois, ils sourient à l'église, siègent dans des comités et convainquent tout le monde qu'ils sont des piliers de la communauté. Parfois, ce sont ceux qui sont censés aimer et protéger vos enfants. Patricia m'a appris que le mal peut porter le visage d'une grand-mère et parler avec la voix d'une grand-mère tout en calculant la quantité exacte de poison nécessaire pour arrêter le cœur d'une enfant de 9 ans. La confiance, une fois brisée par la famille, ne guérit jamais complètement. Je vérifie tout 2 fois maintenant. Quand l'infirmière de l'école donne du Tylenol à Ethan pour un mal de tête, je vérifie la dose. Quand ma mère le garde, je l'appelle toutes les heures. Je sais que ce n'est pas sain, mais enterrer sa fille parce qu'on a fait confiance à la mauvaise personne ne l'est pas non plus. Ma thérapeute dit, l'hypervigilance est une réponse normale à un traumatisme. Nous y travaillons. Mais voici ce que je veux que vous reteniez de notre histoire. Parfois, la plus petite voix dans la pièce porte la plus grande vérité.
Mon fils de 7 ans a fait ce que des dizaines d'adultes n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire. Il a été attentif. Il a rassemblé des preuves. Il s'est levé devant tout le monde et a dit la vérité, même si ses mains tremblaient. Il a sauvé d'autres enfants que Patricia aurait pu blesser si elle s'en était sortie. Le détective chargé de l'affaire m'a dit qu'ils avaient trouvé des recherches sur son ordinateur concernant les lois sur l'héritage si les 2 petits-enfants mouraient, datant de la semaine précédant la mort de Mélodie. La semaine dernière, Ethan a peint un papillon avec un insigne de police au centre de ses ailes. Au-dessus, il a écrit « Pour Mélodie, qui m'a appris à être courageux ». La vérité aussi a des ailes. Il est accroché dans notre cuisine où se trouvaient ses peintures. Un rappel que la justice peut venir d'endroits inattendus. Que le courage ne rugit pas toujours. Parfois, c'est une voix calme qui dit « J'ai vu ce que tu as fait ». Si vous regardez ceci et que quelque chose dans votre vie vous semble anormal, faites confiance à cet instinct. N'attendez pas qu'une tragédie valide vos inquiétudes. Ce sentiment de malaise que vous ressentez autour de certaines personnes existe pour une raison. Notre corps connaît le danger avant que notre esprit ne l'accepte. J'ai ignoré mes instincts parce que j'étais fatigué, dépassé et que je voulais croire en la famille. Cette politesse, ce bénéfice du doute, m'a coûté ma fille. Mélodie aurait eu 13 ans cette année. Ethan a peint des papillons violets et dorés sur un gâteau d'anniversaire que nous avons mangé quand même, célébrant la vie qu'elle a eue et la vérité qui l'a finalement libérée. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » à travers les larmes, juste nous deux, dans une maison qui résonne encore de rires fantômes et du spectre de petits pieds courant dans des couloirs maintenant trop silencieux. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Elles ont des fins nécessaires. Patricia mourra en prison, mais Mélodie est toujours partie. Ethan a obtenu justice, mais pas sa sœur. J'ai la vérité, mais pas ma fille. Nous apprenons à vivre avec le poids de cette réalité. À trouver des moments de joie malgré l'ombre permanente, à honorer Mélodie en vivant pleinement, même quand cela semble impossible. Les papillons reviennent chaque printemps. Monarque, Belle Dame, Macaon. Ils remplissent notre jardin de couleurs que Mélodie aurait adoré. Ethan et moi les regardons et nous nous souvenons d'une fille qui peignait des ailes avant de déployer les siennes. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, partagez-la. Quelqu'un dans votre vie a peut-être besoin d'entendre qu'il est acceptable de remettre en question la famille, de faire confiance aux enfants quand ils parlent, de croire que le mal peut se cacher derrière des visages familiers. Laissez un commentaire sur une fois où vous auriez aimé avoir fait confiance à vos instincts, et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur la découverte de la vérité dans les endroits les plus sombres. Merci d'avoir écouté l'histoire de Mélodie. Puissent ces papillons vous rappeler d'être attentifs, de protéger les innocents et de prendre la parole lorsque quelque chose ne va pas.